Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui une série d'études menées à l'IHU au sein de l'équipe de recherche 8 qui travaille sur les approches innovantes pour lutter contre les infections, notamment les infections nosocomiales. Donc, je vais aborder différentes études portant sur les pratiques d'hygiène des soins, d'hygiène des mains, chez les soignants, et de manière à essayer un petit peu de comprendre pourquoi et comment les soignants travaillent, et surtout comment améliorer notamment l'hygiène des mains des soignants. Alors en France, les infections associées aux soins représentent près de 4 à 6% des hospitalisations et les infections nosocomiales représentent 5%. Et sont à l'origine de près de 4000 décès par an. Et un des facteurs de ces infections est l'hygiène des mains. Et quand on explore un petit peu la compliance à l'hygiène des mains, on se rend compte que celle-ci est relativement variable d'un pays à l'autre, d'une structure à l'autre, d'une unité à l'autre, mais qu'en moyenne, elle tourne autour de 40%. Et malgré des campagnes annuelles, régulières de formation et d'information, ce taux-là reste relativement stable. Face à ce résultat stable un petit peu chaque année, l'idée initiale a été de monter un projet pour tenter de mesurer la compliance à l'hygiène des mains de manière automatique et systématisée, par un outil qui a été créé et qui s'appelle Métier en Trace et qui correspond à la mise en place de tapis reliés aux distributeurs de solutions hydroalcooliques qui sont installés dans la plupart des chambres, sinon quasi toutes, des 3 unités de l'IHU et qui permet comme ceci de relever de manière automatisée la désinfection des mains de tous les soignants de l'IHU et dans toutes les chambres de l'IHU. Et au décours de la mise en place et du test de cet outil-là, on a mis une caméra vidéo pour valider l'outil. Et puis on s'est aperçu, en visionnant ces différentes vidéos, que les soignants avaient des comportements en matière d'hygiène un petit peu adaptés et différentes de celles des protocoles en vigueur à l'hôpital. Et donc, on s'est posé un petit peu la question d'aller explorer un petit peu ces comportements. Pourquoi les soignants agissaient de telle ou telle manière? Pourquoi parfois prenaient-ils des risques de contamination? Et donc, pour ceci, on s'est associé à une équipe en sciences humaines et sociales avec un anthropologue. Et puis, on a exploré les comportements des soignants à l'hôpital. Et pour essayer un petit peu de comprendre la perception, notamment, que les soignants pouvaient avoir de l'hygiène des mains, du risque infectieux, mais également quels étaient éventuellement les facteurs qui pouvaient influencer cette désinfection des mains. Et pour cela, donc, nous avons utilisé des entretiens, on a fait des interviews auprès de ces soignants, que ce soit des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes ou des ASH. Et on les a mis face à leurs propres vidéos. Et en retour, ces soignants nous ont expliqué un certain nombre de choses, notamment concernant le comportement vis-à-vis du port du gant. Le gant, comme le préconisent les recommandations nationales et les protocoles érigés par les CLIN, ils doivent être mis à certains moments dans des conditions bien précises. Et on s'est aperçu par l'image et par le discours des soignants que ces gants étaient utilisés à des moments inopportuns, que les soignants entraient dans les chambres, entraient dans la chambre d'un patient, puis en sortaient avec les gants pour re-rentrer dans la chambre d'un autre patient, et donc prenaient des risques, le risque de contaminer l'environnement et le patient. Et au décours de ces entretiens, les soignants ont exprimé le fait que ces gants-là
leur permettait de se protéger. Et donc, on arrivait à conclure que les soignants avaient comme priorité par rapport au port du gant de se protéger, donc d'avoir une attitude d'autoprotection plutôt que d'alloprotection et donc de protéger le patient. Autre élément qui a été relevé, c'est que ces gants-là n'étaient pas mis comme un outil complémentaire en termes de précautions complémentaires d'hygiène, mais étaient mis directement en compétition avec l'hygiène des mains. Donc, les soignants utilisaient pour se protéger les gants plutôt que de se désinfecter les mains. Deuxième chose, nous avons pu apercevoir des attitudes dites déviantes par rapport à ces ports de gants. Certains soignants portaient un gant sur deux et donc faisaient des prélèvements sanguins avec une main gantée et une main non gantée. Et donc prenaient un certain risque d'exposition et d'accident d'exposition au sang. Et pour ces gestes, ils exprimaient le fait que le gant leur enlevait cette perte de sensibilité pour pouvoir piquer et donc pour pouvoir ponctionner. Et donc, ils étaient bien conscients du risque qu'ils prenaient, mais par rapport à cette perte de sensibilité, ils n'étaient pas du tout gênés d'enlever le gant et de prendre ce risque-là. Donc, face à ce type de comportement, on s'est posé la question, finalement, et au regard des réactions de certains soignants qui nous précisaient que finalement, certains protocoles pour eux n'étaient pas adaptés à leur pratique. Qui a raison, qui a tort ? On s'est quand même posé la question, d'une part, d'aller explorer réellement quelles étaient les perceptions, les connaissances des soignants, vis-à-vis notamment du risque infectieux, des protocoles, et comment finalement, concrètement, on pourrait éventuellement faire pour faciliter et modifier les comportements de ces soignants. Et quand on les mettait face à leurs propres vidéos, les soignants connaissaient parfaitement les protocoles de A à Z. Ils savaient ce qu'il fallait faire. Par contre, eux-mêmes n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, dans l'image qui leur était diffusée, dans la vidéo qui leur était diffusée, pourquoi ils agissaient de cette manière. Même en recontextualisant, parfois, c'était relativement compliqué pour eux de comprendre leur propre comportement. Et donc là, on s'est dit, bon, si pour eux c'est compliqué, pour nous, ça ne va pas être simple. Et deuxième question, comment faire par ailleurs pour essayer d'aller comprendre ce qui se passe chez eux pour pouvoir modifier leur comportement. Ce que l'on a pu faire par après, au-delà des connaissances, c'est de pouvoir mettre en place, notamment par rapport à ce port de gants, une étude pour essayer notamment de montrer que face à ces comportements un petit peu déviants et donc de mésusage du port du gant, est-ce qu'il serait éventuellement possible pour les soignants d'émettre l'hypothèse qu'ils pourraient éventuellement se désinfecter les gants? Et est-ce que la désinfection des gants serait efficace pour pouvoir permettre à ces soignants de pouvoir travailler en sécurité pour eux et pour le patient? Alors, en explorant un petit peu la littérature, on a pu mettre en évidence au travers donc, de cette littérature qu'effectivement, des chercheurs avaient montré que les gants étaient peu changés, qu'ils étaient par ailleurs contaminés, qu'ils pouvaient être même contaminés dans une étude. Certains chercheurs ont relevé que près de 17% des contacts entre patients et soignants ont montré que les gants étaient contaminés par du SARM. Et une autre étude intéressante, faite par Cosint, a montré que près de 55% des cathéters étaient contaminés avant leur insertion, ce qui est relativement important comme chiffre. Et donc, l'idée, là encore, de la désinfection des gants, continuer de faire son chemin. Et donc, en ça, nous avons monté une étude en service de soins pour essayer de montrer l'efficacité de la désinfection des gants en routine de soins.
Donc, cette étude a été effectuée dans le service du 3e étage de l'IHU auprès de 13 soignants, 6 aides-soignantes et 7 infirmières. Et des prélèvements microbiologiques ont été effectués, 40 prélèvements pendant 10 jours, 18 échantillons chez les aides-soignantes et 22 échantillons chez les infirmières. Comment cela s'est-il passé ? On a fait des prélèvements microbiologiques sur les 2 mains des soignants avant qu'ils entrent dans la chambre. On a fait des prélèvements également sur les 2 gants après 10 minutes de soins. Et on a fait également des prélèvements microbiologiques sur les gants après 30 secondes après friction hydroalcoolique des gants. Et pour être un peu plus précis sur le type de soin, ces prélèvements avaient été faits avant et après un soin d'hygiène corporelle. Donc là où, si vous voulez concrètement, il y a un contact direct avec le patient, potentiellement avec les urines et les selles du patient également. Qu'avons-nous trouvé ? Après 10 minutes de soins, nous nous sommes aperçus que près de 72,5% des gants étaétait contaminés, que la contamination des gants et des mains était importante et on y trouvait des bactéries pathogènes et parfois un albicans, que les gants pouvaient être contaminés par du Staphylococcus aureus, par des Enterococcus à 10,3% et des entérobactéries à 17,2%. Et que globalement, que ce soit sur les mains ou sur les gants, on pouvait retrouver des bactéries, des micro-organismes issus de la flore commensale, buccale et intestinale. Autre élément mis en évidence, c'est que près de la moitié des gants étaient contaminés. Par contre, les mains ne l'étaient pas. Et donc, que cette contamination se faisait par les germes des patients et de l'environnement proche du patient. Et quand on regarde l'efficacité de la désinfection des gants après friction hydroalcoolique, on s'aperçoit que près de 80% des gants étaient stériles. Donc, ce qu'on a pu en conclure, c'est qu'effectivement, la désinfection des gants était quelque chose qui fonctionnait. Par ailleurs, une étude a montré que la désinfection des gants à la solution hydroalcoolique n'affectait pas l'intégrité des gants, donc n'altérait pas la porosité des gants, donc que finalement, la solution hydroalcoolique pouvait être appliquée sur les gants de manière indifférenciée et permettait quand même aux soignants d'être protégés. Une chose qui a été également démontrée, notamment dans les protocoles avec Ebola et qui est utilisée dans les protocoles Ebola, où la désinfection des gants est quelque chose qui est pratiqué. Ensuite, on a pu constater assez récemment sur un papier qui a été publié en septembre 2019 que d'autres chercheurs ont monté un petit peu le même type d'études que nous, mais non pas en routine de soins, mais en expérimental, avec des concentrations bactériennes à 10 puissance 8 et arriver à des résultats intéressants, comme nous, avec une efficacité de la désinfection à la solution hydroalcoolique. Donc, en conclusion, est-ce que la désinfection hydroalcoolique des gants qui, on l'a vu, est efficace, pourrait être appliquée en service pour permettre aux soignants d'être protégés et en même temps de protéger le patient pour ne pas le contaminer. À savoir que ce type de pratique vient à l'encontre des recommandations nationales et internationales. Alors, toujours dans cette dynamique d'essayer de modifier les comportements des soignants vis-à-vis de l'hygiène des mains, nous avons mis en place d'autres études à partir des différentes études et constats que nous avons, dont je vous ai parlé tout récemment. Et une des premières études porte sur
l'exploration de la perception de l'hygiène des mains et du risque infectieux chez les soignants. Pourquoi ? Parce qu'il est important et nécessaire, voire indispensable, d'améliorer les pratiques d'hygiène des mains au regard des chiffres que je vous ai donnés, mais également d'améliorer la sécurité, la qualité et la sécurité des soins. Et donc, pour cela, nous avons monté 2 types d'études, mais là, je ne vous parlerai que d'une étude en particulier qui est en cours aujourd'hui, qui a pour objectif d'évaluer la perception du risque infectieux et l'impact notamment d'une formation particulière, puisqu'il s'agit d'une formation par simulation haute fidélité chez les étudiants en formation en soins infirmiers dès leur première année de formation, et ce jusqu'à la 3e et dernière année de formation. Nous émettons donc l'hypothèse qu'une formation régulière et spécifique par simulation haute fidélité, portant sur l'hygiène des mains auprès de ces étudiants, pourrait modifier la perception implicite que ces étudiants ont vis-à-vis de l'hygiène des mains, et donc pourrait augmenter de plus de 50% leur compliance à l'hygiène des mains, et ce, pour un temps beaucoup plus long. Pour cela, nous avons choisi un IFSI, qui est l'IFSI de la Capelette, qui se situe à côté non loin de l'IHU, et pour lesquels nous avons fait tirer au sort un certain nombre d'étudiants, et en l'occurrence, donc voici un petit peu le design pour un IFSI qui comporte près de 160 étudiants. Nous avons pu sélectionner par randomisation 89 étudiants et constituer par randomisation toujours 2 groupes, un groupe contrôle et un groupe expérimental. Au cours de ces 3 années, les étudiants auront des tests spécifiques à passer. Les 2 groupes devront passer chaque année des tests dits implicites d'association, et je vous expliquerai ce que c'est dans quelques secondes. Et pour le groupe expérimental, lui, devra chaque année passer une formation en simulation haute fidélité, en première, 2e et 3e année, pour arriver ensuite sur cette dernière année, pour quelques-uns d'entre eux, toujours tirés au hasard, à venir faire un stage dans les 3 services de l'IHU pour que l'on puisse mesurer leur compliance à la désinfection des mains. Donc, première étape qui a démarré en septembre 2019, nous leur avons fait passer un test dit implicite d'association. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce test ? Il s'agit d'aller chercher un petit peu dans la mémoire sémantique, de manière, on va dire, directe par un test très spécifique, le type d'association inconsciente que chacun des étudiants fait entre l'hygiène, le risque et éventuellement le type de contact. Voilà. Quelle est leur perception de l'hygiène des mains, du risque infectieux, et quel type d'association inconsciente ils font. Un petit peu à l'image de ce qui existe dans notre société, qui sont des représentations acquises depuis l'enfance, avant l'âge de 3 ans. Quand on dit bleu, dans la majorité des cas, on va associer cette couleur aux garçons, rose aux filles. Et donc, dans cette dynamique-là, on va aller essayer d'aller chercher ces types d'associations dites inconscients. Comment cela précisément se fait-il ? À l'aide d'une part d'un questionnaire et d'autre part d'un test dit d'association implicite sur un ordinateur. Alors, un exemple très rapide que je vais essayer de vous expliquer relativement simplement. Il y a une notice d'information qui explique à l'étudiant comment il doit procéder pour pouvoir appliquer et effectuer le test. Et donc, l'objectif est pour l'étudiant d'observer le mot ou une image et de l'associer à lui ou pas à lui, au risque ou à la sécurité. Tout dépend du mot qu'il y aura sur l'écran. De la même manière, par exemple, pour évaluer et mesurer la perception de l'hygiène des mains,
nous avons introduit des images et des mots, et donc nous leur demandons de pouvoir les associer soit à l'hygiène des mains, soit à eux ou pas à eux. Et donc, en fonction, l'étudiant va faire ses associations selon qu'il se sent concerné ou pas par l'image ou par le mot. Il en est de même pour l'IAT Contact. Et donc ce sont ces tests d'association de mots et d'images qui sont mesurés par un logiciel bien spécifique, un algorithme bien spécifique, et qui va permettre, en association avec le questionnaire, de mesurer justement la perception que les étudiants ont du risque de l'hygiène des mains et du contact. Deuxième étape qui va arriver au printemps, c'est la formation des étudiants par simulation haute fidélité. Et donc là, il va s'agir précisément de faire passer les étudiants dans une salle pour qu'ils puissent faire pratiquer des soins infirmiers sur un mannequin, donc dit haute fidélité. Pourquoi ? Parce que c'est un mannequin que l'on peut programmer, qui parfois peut avoir même la texture de peau proche de la nôtre, donc des robots très développés, très high-tech, qui peuvent pleurer, qui peuvent parler, qui peuvent bouger les yeux, et donc pour lesquels on va pouvoir simuler un choc septique et d'autres possibilités de scénarios médicaux. Donc, comment cela va-t-il se passer concrètement ? Donc, en première année, très rapidement, je vous ai expliqué qu'ils auraient donc l'IAT et le questionnaire, qu'ils auraient la simulation dans un deuxième temps, et que justement, on va former dans le groupe expérimental d'une quarantaine de personnes des groupes de 10 étudiants, et par groupe de 10, ils vont passer au centre de simulation. Dans un premier temps, ils auront une formation en hygiène des mains, sur les protocoles d'hygiène, et ensuite, un par un, ils passeront dans la salle avec le mannequin, où ils pratiqueront des soins, et cette séquence-là sera filmée. À la suite de la séquence, il y aura un débriefing qui se fera avec le formateur et qui tentera d'analyser les comportements en présence de l'étudiant et des autres étudiants. La particularité de cette formation est qu'à un moment donné, on va également faire des prélèvements microbiologiques sur les mains et les gants des étudiants avant d'entrer dans la salle de simulation et après en être sortis. Donc ceci pendant la première, la deuxième année et la troisième année. À la particularité près, comme je vous l'ai signalé, c'est qu'en troisième année, certains d'entre eux viendront chez nous effectuer un stage de troisième année dans nos services et seront suivis par rapport à leur compliance à l'hygiène des mains. Et pour cela, nous allons introduire un tag dans leurs chaussures, comme l'ensemble des soignants à l'IHU le sont déjà. Et cela va nous permettre, quelque part, de les suivre et de savoir quand, à quel moment, ils vont pouvoir, ils entrent dans la chambre ou ils en sortent et s'ils se désinfectent les mains. Donc vous voyez là un tapis. Ce tapis-là est présent dans chaque chambre en entrant dans chaque chambre. Le soignant, l'étudiant pose le pied, il est détecté par le boîtier reliant Wi-Fi au distributeur de solutions hydroalcooliques. Cela donne l'information que le soignant ou l'étudiant est bien entré et on va pouvoir savoir s'il se désinfecte ou pas les mains en entrant et en sortant. Et l'ensemble de ces datas sont recueillis dans un serveur anonymisé. Et comme cela, nous allons pouvoir suivre, comme nous le faisons déjà pour les soignants, leur compliance à la désinfection des mains. On pourra la suivre de manière quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Et cela pourra même nous donner des informations sur le nombre de désinfections pour chaque étudiant pendant tout le temps de leur vacation. Et ce que nous ferons également pendant ces temps-là, et dans le même temps précis que dans la précédente étude, au moment où il y aura un soin d'hygiène, puisque le soin d'hygiène est considéré comme un des plus contaminants également,
nous ferons des prélèvements microbiologiques avant et après chaque soin chez tous les étudiants qui passeront en stage à ce moment-là. Donc, voici un petit peu les premiers résultats. Ce sont des résultats vraiment préliminaires, notamment sur les questionnaires qui ont été distribués. Et on s'aperçoit que la population de ces étudiants, pour 81,48%, sont déjà impliqués, ont été impliqués professionnellement précédemment à leurs études, dans des activités de soins, puisqu'ils sont majoritaires à avoir été aides-soignants et quelques-uns ASH, et donc sont aussi au fait des activités d'hygiène, et donc connaissent un petit peu les protocoles d'hygiène. Pour les autres, ils viennent de divers milieux, de la menuiserie, de l'accueil. Les premiers résultats des IAT montrent, en fonction des IAT, 3 éléments. C'est que ces étudiants-là ont une préférence plutôt pour le risque que pour la sécurité. Concernant les contacts, ils considèrent que le contact des mains est un geste plutôt sécurisant. Et concernant leur perception de l'hygiène des mains, ils ont plutôt une perception positive de l'hygiène des mains, même si les résultats est plutôt mitigé. Donc voici pour les premiers résultats de cette étude. Et donc en attendant la formation en simulation, nous continuons d'analyser ces résultats, ces datas, et nous continuons également à travailler sur d'autres études auprès des soignants pour tenter de modifier leur comportement. Et une des mesures que nous avions déjà testées à l'hôpital Nord il y a quelques années et qui avait montré des résultats relativement intéressants concerne le reminder, donc la mise en place d'une alarme dans les chambres au niveau des distributeurs de solutions hydroalcooliques, de manière à pouvoir rappeler un petit peu aux soignants qu'il doit se désinfecter les mains. Et donc l'objectif de cette nouvelle étude est de mesurer l'impact de cette alarme sur la compliance à la désinfection des mains des soignants. Donc, comment avons-nous fait ? Nous avons randomisé un certain nombre de chambres. Nous avons prioritairement utilisé en amont une première chambre sur laquelle on a mis une alarme pendant plusieurs mois. Puis, nous avons augmenté la cohorte par 5 chambres et de 5 en 5, par randomisation, nous mettons en place progressivement les alarmes dans les chambres. Quels sont les premiers résultats ? Alors, vous pouvez observer sur ce graphe, sur cette image, 3 petits graphiques. Donc, le premier tout en bas représente la compliance à la désinfection des mains dans la chambre 306. Dans la chambre 306. Et donc, vous pouvez observer que l'alarme a été mise dès le mois de janvier-février jusqu'au mois de juillet et qu'effectivement, les soignants se sont plus désinfectés les mains sur cette période-là. On voit en bleu la compliance des soignants et en vert la compliance dit rattrapée, c'est-à-dire que vous avez un soignant qui va rentrer dans la chambre, qui ne va pas se désinfecter les mains, puis qui va revenir quelques secondes après pour se désinfecter les mains. Donc là, on voit bien que les soignants se désinfectent les mains tant qu'il y a l'alarme. Au mois de juillet, on désactive cette alarme et progressivement, on s'aperçoit que la compliance à la désinfection des mains diminue progressivement et pour chuter, mais parce que là, la chambre a été fermée. Sur le deuxième graphe, on peut observer l'activation de 5 chambres dès le mois de juillet. Donc, pendant plusieurs mois, je récapitule un petit peu, pendant plusieurs mois, on a mis en activité une chambre. Dès le mois de juillet, on met en activité 5 chambres. Et donc, on peut observer qu'avant l'activation de ces 5 chambres, le taux de compliance à la désinfection des mains reste relativement faible et commence à s'améliorer, à augmenter dès qu'on introduit les alarmes dans les 5 chambres. Et puis, dès qu'on arrête, voilà, on voit la compliance diminuer.
Sur le troisième graphe, vous pouvez observer l'ensemble des chambres sur lesquelles il n'y a jamais eu d'alarme. Et donc, vous pouvez observer que la compliance et la compliance rattrapée naturellement, puisqu'il n'y a pas d'alarme dans ces chambres, restent relativement constantes et stables. Quand on regarde un petit peu plus en avant ces taux de compliance dans la chambre 306, les 5 chambres, et dans le reste des chambres qui ne possèdent pas ces alarmes, et qu'on le rapporte au nombre de parcours par soignant, cela suit un petit peu le même schéma, c'est-à-dire que dès qu'il y a une alarme, vous avez les soignants qui vont corriger leur compliance à la désinfection des mains, et dès qu'on arrête l'alarme, ça commence à diminuer un petit peu, et donc les premiers résultats montrent de manière assez intéressante que finalement l'alarme est quelque chose qui pourrait permettre d'améliorer la compliance à la désinfection des mains. Alors très rapidement, ce que l'on peut observer un petit peu de manière différente, c'est la même chose. Dans le groupe, dans l'ensemble des 3 types de chambres où il y a une compliance à la désinfection initiale, vous voyez qu'entre février et juillet, vous avez quand même un nombre ratio, on va dire, de compliance à la désinfection des mains relativement au-dessus, on va dire, de 0,4 ou 0,6. Et en ce qui concerne la compliance rattrapée, on peut voir que c'est effectivement la même chose avec des taux relativement plus élevés chez les soignants. Et dans les 5 chambres, on voit effectivement ces taux augmenter. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe par catégorie professionnelle, on peut observer que ce soit sans alarme ou avec alarme, d'une part que les médecins ont un taux de compliance à la désinfection des mains relativement plus importante que l'ensemble des autres catégories professionnelles. Et c'est un petit peu la particularité ici à l'IHU, contrairement à ce qui est relevé dans les revues internationales, où les médecins sont habituellement reconnus comme se lavant moins les mains. À l'IHU, il y a une particularité. Les médecins, alors peut-être est-ce encore une fois ce qu'on a pu observer par la vidéo, l'effet des chefs. On voit bien, quand on regarde précisément les taux de compliance des chefs de service, ils ont des taux de compliance qui sont relativement supérieurs à 90-92%. Donc sont relativement d'assez bons laveurs. Quand on regarde les infirmières et les aides-soignantes, là, on voit des taux un petit peu plus bas, alors qu'effectivement, même dans la littérature internationale, les infirmières en général sont des meilleurs laveurs, les infirmiers, que les médecins. Mais malheureusement, pas chez nous. Et donc, si vous voulez, quand on met l'alarme, donc sur le graphe à droite, on peut s'apercevoir effectivement qu'il y a une amélioration des pratiques chez l'ensemble des catégories professionnelles. Néanmoins, on peut faire un focus sur la profession des ASH dont le taux de compliance à la désinfection des mains est relativement bas, et cela peut s'expliquer d'une part par la particularité de leur travail, puisqu'ils sont au contact quotidien avec des produits toxiques et donc ont l'obligation de porter des gants. Et donc vous pouvez bien imaginer que lorsque ils vont manipuler de l'eau contenant des produits relativement agressifs, et quand ils ont donc le balai et qu'ils doivent passer le balai et puis sortir de la chambre tout en nettoyant, peut-être que c'est un petit peu compliqué d'enlever les gants et de se désinfecter les mains à l'intérieur de la chambre. Donc ce qui pourrait bien expliquer effectivement des taux relativement bas chez ces professionnels-là. Et donc, on en est là aujourd'hui. Prochaine étape, c'est l'activation de 5 autres chambres prises au hasard, ce qui fera une activation de 10 chambres dans le service. Autre étude intéressante qui est en cours actuellement est de tenter de modifier les comportements par une 3e et 4e approche qui est d'une part la communication engageante et les nudges. Est-ce que utiliser un mode de communication bien particulier, puisque la communication est quelque chose de relativement important dans nos professions, est-ce qu'un type de communication particulier pourrait permettre d'améliorer les comportements
chez les soignants. Et donc, une des premières études que nous sommes en train d'effectuer sur le sujet a pour objectif d'améliorer la traçabilité des cathéters veineux périphériques à l'aide d'une petite scanette qui est placée au lit du patient dans chaque chambre de l'IHU et d'utiliser pour cela un outil participatif et collaboratif auprès des soignants. Concrètement, comment cela se passe-t-il ? L'idée est dans un premier temps de faire une formation dite standard sur l'utilisation de cette fameuse scanette appelée PSR et de suivre pendant 30 vacations la traçabilité de ces cathéters et le suivi donc de la conformité également à la traçabilité de ces cathéters. Ensuite, au bout de 30 vacations, il va s'agir de proposer une réunion plénière de manière à obtenir le consentement de l'ensemble des soignants et que ce consentement soit libre et éclairé. Pour ceux qui auront consenti librement à participer à cette étude, ils ont déjà eu une intervention de type engageante, puis on va les suivre pendant 60 vacations tout en suivant la traçabilité des poses et des entretiens de cathéter. Concrètement, que cela signifie-t-il qu'une communication engageante ? Il va s'agir, dans un premier temps, de demander le consentement signé de ces soignants et donc de pouvoir les engager à venir sur place à l'IHU, de participer à des groupes de discussion entre eux avec un formateur pour discuter des situations d'intérêt, des problématiques de soins et de trouver des solutions par eux-mêmes. Et leur montrer également que l'institution est impliquée là-dedans. On va leur demander de participer à classifier justement ces actes d'insertion, de surveillance et de retrait de cathéter selon la perception qu'ils ont du risque, du risque notamment au moment où on insère un cathéter ou on l'enlève. Et de pouvoir faire un débriefing même individuel avec ces soignants et ensuite de leur demander l'autorisation de pouvoir signer un consentement, une charte, on va dire, qui va être mise dans un lieu public et par lieu public, ça va être à l'hôpital, le PC infirmier, la salle de soins, de manière à ce que tout le reste de l'équipe puisse voir qui est engagé dans cette étude-là. Et donc, à la fin, on leur demande de porter un badge qui montre clairement qu'ils sont impliqués, engagés dans la traçabilité de ce type de soins. Et donc, il s'agit là non pas d'une demande spécifique, mais vraiment d'inciter le soignant à agir volontairement par lui-même pour pouvoir tracer ses soins. Et les tout premiers résultats montrent que vous pouvez voir sur le graphe, voilà, vous pouvez voir sur le graphe que la communication engageante intervient sur cette verticale-là et qu'avant la communication engageante, on a plutôt une traçabilité relativement stable et à un certain niveau au-dessus de 0,2. Puis dès qu'on commence à introduire la communication engageante, à ce moment-là, on voit la traçabilité des soins, de ce type de soins, augmenter de manière relativement significative. Et les premiers résultats montrent qu'effectivement, utiliser une communication engageante permet d'augmenter de 2,42 la chance de pouvoir tracer un acte cathéter avec la scanette. Donc, on continue actuellement de mesurer cette traçabilité et d'analyser en même temps, puisque cette traçabilité est effectuée non seulement sur les cathéters veineux périphériques, mais également sur les sondes urinaires, qui sont deux actes à risque de contamination relativement élevé. Quatrième et dernière étude, qui est menée actuellement, porte sur l'impact des nudges. Alors, qu'est-ce qu'un nudge ? Un nudge, c'est un outil plutôt ludique, incitateur de manière inconsciente, pour amener l'utilisateur à faire
quelque chose. Et à l'image, par exemple, de la mouche dans la pissotière, pour vous messieurs, qui avez dû voir ça un petit peu dans les toilettes, où vous avez cette petite mouche qui va vous inciter à viser, voilà, la cuvette et ne pas déborder sur les côtés, comme cela peut arriver. Et donc l'objectif ici, nous, à l'IHU, dans le cadre de cette étude, est de mesurer l'impact du nudge sur la consommation en solution hydroalcoolique par l'intermédiaire d'un outil qui est l'image positive. Et donc on émet l'hypothèse que les soignants pourront choisir plus facilement une image qui les rassure, qui les détende, qui leur plaît, et qu'ils iront plus volontiers vers cette image-là qui va être collée sur un distributeur de solutions hydroalcooliques, et donc leur permettra, par ce biais, de se désinfecter plus souvent les mains. Donc, qu'avons-nous fait ? Nous avons collé une image, et deux images, pardon, sur des distributeurs à l'hôpital de jour, dans 4 box. Donc nous avons des distributeurs actuellement classiques, avec le logo du fabricant. Nous avons rajouté un deuxième distributeur, et dans le premier box, nous avons mis les distributeurs classiques. Dans le deuxième box, nous avons introduit un deuxième distributeur avec un logo, d'accord ? Troisième box, on a ajouté un distributeur avec un logo dit abstrait, donc l'abstrait étant plutôt l'anti-nudge, le logo plutôt l'image positive, et donc dans le quatrième box, on a mis ces deux distributeurs en concurrence avec les deux images, l'image positive et l'image négative. Et donc, il s'agit là d'avoir un box dit contrôle, un introduisant l'effet avec le nouveau logo et l'autre avec le logo qui a été créé. Par ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, le logo dit, le logo avec l'image positive, celui-ci a été créé à l'issue par une étude préliminaire auprès des soignants, auprès desquels on a testé un certain nombre d'images de manière à essayer de recréer l'image qui représentait un aspect positif, détente pour ces soignants. Et donc, les résultats espérés, puisque l'étude est au tout début, et donc les résultats espérés, c'est que justement, la consommation la consommation de solutions hydroalcooliques augmente grâce à cette image-là qui a été introduite et puisse favoriser de manière inconsciente, inciter de manière inconsciente l'ensemble des soignants à se désinfecter plus facilement les mains. Donc voici pour l'ensemble des études menées à l'IHU et concernant l'hygiène des mains. Et vous pourrez observer que finalement, on essaie de modifier les comportements par une approche multimodale et différents outils pour pouvoir tenter d'améliorer cette compliance à la désinfection des mains et tenter à notre niveau de modifier un petit peu les comportements et tenter de diminuer un petit peu les infections nosocomiales, tout au moins à l'IHU. Je vous remercie.